troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît, journaliste chez Ouzbek Erika et bienvenue dans Rencontre du troisième type, l'émission qui veut comprendre le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Pour cette nouvelle émission, nous allons interroger l'avenir de nos villes et tout particulièrement l'idée de smart cities ou de villes intelligentes. Ces villes intelligentes, ça fait des années qu'on nous en parle. On les prévoit bardées de capteurs en tout genre, fortes des données qu'elles pourraient recueillir et analyser. Elles promettent l'avènement de cités plus écologiques, plus fluides, plus durables et globalement mieux gérées. Mais entre l'optimisme quasi messianique des géants du numérique, Google, IBM, Siemens ou Cisco, qui se proposent d'être les grands artisans et ordonnateurs de ces smart cities, et les craintes de certains qui entrevoient l'essor d'une surveillance généralisée, d'une gestion déshumanisée et marchande, intégralement confiée aux algorithmes et aux entreprises de la Silicon Valley, voire pourquoi pas la disparition des maires et de la démocratie locale, où se situe la vérité? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel retour d'expérience avons-nous? Sommes-nous condamnés à voir nos villes transformées en villes-services numérisées confiées aux géants de la tech? De tout ça, nous allons discuter avec Jean Henkens. Jean Henkens, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et urbaniste. Oui. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont La ville frugale aux éditions FIP en 2012 et Urbatopie aux éditions de l'Aube en 2010. Et vous avez publié également en 2018 un bouquin qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Il s'intitule « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes, la cité face aux algorithmes » aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors pour commencer, on va essayer d'être peut-être un petit peu pédagogue et de poser les termes du débat. D'où vient ce concept de smart cities et quand précisément a-t-il émergé? Alors, ce concept, il a émergé autour de 2007 et c'est IBM qui l'a promu. À l'époque, il s'agissait de... C'était une sorte de concept marketing, de paquet cadeau qui englobait un certain nombre de prestations qui allaient du stationnement géré par capteur au système de vidéosurveillance centralisé, à la gestion de l'eau. Donc c'est tout un tas de techniques, si vous voulez, qui s'appliquaient au fonctionnement des villes, mais qui constituait pas réellement une city. Si vous voulez. Ça constituait pas réellement un projet de ville, si vous voulez. Donc à l'époque, c'était un concept marketing et ça a un peu fait rigoler le monde de l'urbanisme auquel j'appartiens, qui se sont dit bon, c'est des gadgets d'IBM. En plus, c'était implanté à Nice, enfin la première ville qui était cliente, qui n'était pas une ville qui avait une réputation de stratégie urbaine très déployée à l'époque. Donc personne n'y a vraiment cru. Et puis progressivement, le concept de smart city s'est confondu avec celui de ville intelligente et avec celui de ville numérique. Et je pense que ce serait intéressant nous en France, on confond souvent les trois notions et il faut peut-être les séparer. Alors une ville intelligente, moi j'ai participé, je ne dirai pas le nombre de colloques sur le thème, mais probablement plus d'une cinquantaine. Une ville intelligente, en fait, l'intelligence d'une ville, ça repose sur 4 formes d'intelligence différentes. La première, c'est l'intelligence technique, effectivement celle qu'avait promue IBM, c'est-à-dire l'intelligence des machines qui vont fonctionner la ville. La deuxième, c'est l'intelligence du système urbain, c'est la façon dont donc son plan, la façon dont se répartissent les polarités, les grandes infrastructures. Et ça, c'est une intelligence de l'urbanisme qui ne correspond pas à de la tech, qui est une intelligence très souvent historique. Il y a des villes qui ont été bien conçues au départ et puis d'autres qui sont mal gaulées. Et puis on peut toujours faire plein de choses, elles sont toujours engorgées, etc. Troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une ville, ce n'est pas simplement des machines et des bâtiments, c'est aussi une société urbaine. Et vous prenez le même rond-point. Dans une ville, il va fonctionner très bien parce qu'il y a une civilité et les gens se laissent passer. Dans l'autre, ça va être des coups de klaxon à l'infini parce que les gens n'ont pas de civilité, veulent chacun passer avant l'autre, etc. Donc ça, c'est l'intelligence culturelle. Et la quatrième forme d'intelligence, c'est l'intelligence politique, c'est la façon dont les élus, le système politique arrive à gérer la ville et lui faire accomplir les transitions nécessaires. Alors ça, c'est ces 4 formes d'intelligence. Par rapport à ça, le numérique apporte effectivement des choses sur certaines... Alors il apporte beaucoup sur la technologie, c'est une évidence que notamment la correspondance entre l'offre et la demande, la régulation des flux de transport, on peut simplement l'histoire de covoiturage, des choses comme ça, montre qu'on peut vraiment apporter beaucoup à la régulation des flux. En gros, des gains de 20-30% sont fréquents. Par exemple, une ligne de métro sans pilote, elle a 20 fois plus de débit qu'une ligne avec un pilote humain parce que la régulation, la fréquence des rames peut être plus rapide.
Par contre, sur l'intelligence systémique, le système urbain, pour l'instant, l'offre smart est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision d'ensemble. L'approche, si vous voulez, Smart City, ça consiste à empiler des solutions. Donc on va mettre des patinettes, on va mettre du Uber, on va mettre plein de petites solutions désordonnées, mais à un moment donné, ça ne va pas améliorer le fonctionnement du système. C'est même plutôt, dans certains cas, l'aggraver. Donc là, à mon avis, les métiers traditionnels de l'urbanisme, la planification, ont leur mot à dire, même si depuis effectivement un certain nombre de décennies, la planification urbaine a un peu perdu la main face notamment au développement de l'urbanisme commercial, etc. Bon, enfin, la troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence culturelle. Et là, il y a effectivement une culture numérique qui est un peu une colonisation. Pas dire les gens notamment de votre génération, mais même de la mienne, sont quasiment greffés à leur smartphone. Donc là, il y a une sorte de dépendance culturelle qui se fait et qui est un peu l'idée que une ville, ça doit être comme une machine, un distributeur automatique de services qui doit répondre en temps réel aux demandes et pas du tout un projet collectif à long terme. Donc là, une espèce de privatisation et d'instantanéité de la ville qui est un facteur culturel. Et là, le numérique a un effet plutôt négatif, même si il a pu notamment promouvoir des phénomènes comme le partage qui sont positifs, le blablacar, des choses comme ça. Bon. Donc il y a une ambiguïté de l'apport du numérique sur le troisième forme d'intelligence qui est l'intelligence culturelle, et par contre sur l'intelligence politique, là il y a un danger important, c'est qu'effectivement on se rend compte que le pouvoir du maire, il est menacé par trois formes d'intelligence numérique. Par trois formes. La première, c'est l'intelligence technique, c'est l'offre d'IBM. Il consiste à avoir une ville complètement monitorisée, c'est-à-dire comme une machine avec, c'est les salles de contrôle avec 200 gars derrière des écrans qui contrôlent la ville avec tous les retours de capteurs, d'objets connectés, etc. Ça, c'est la première proposition qui a été faite, et c'est Songdo, si vous voulez, vous n'avez pas évoqué Songdo, où ça a été le PC de Rio, ou c'est peut-être Dijon qui est sur ce modèle en France. Deuxième forme d'intelligence, c'est l'offre de Google qui dit non, c'est pas du tout ce que va être une ville. C'est pas une machine, c'est aussi une machine humaine, c'est une société, et nous, on va comprendre comment fonctionne cette société en gérant les données. Donc l'apport de Google, c'est de dire, nous, on n'a aucune idée préconçue sur la cité idéale, alors qu'IBM en avait une, c'était la machine hyper performante. Mais par contre, le maître des données sera le maître de la ville, c'est lui qui, comme il intégrera et comprendra et analysera toutes les données, il pourra programmer et la faire évoluer de façon optimale. Troisième offre, c'est celle de Facebook qui dit, moi, je sais ce que les gens veulent, il suffit que je décrypte ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Et à la limite, je peux faire des formes de démocratie directe qui peuvent court-circuiter complètement. Alors ça peut être Facebook, ça peut être aussi des pétitions en ligne qui vont court-circuiter la démocratie représentative classique avec un maire qu'on élit tous les 5 ans, des tambouilles politiques, etc. Là, on dit les citoyens sont en direct avec les responsables, ils peuvent imposer alors par exemple, on a vu à Marseille, puisque vous vouliez des exemples concrets, un concert de David Guetta qui a été annulé suite à une pétition en ligne. Et quatrième forme d'attaque, si vous voulez, ou de remise en cause du pouvoir municipal traditionnel, c'est ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont, eux, pas de vision sur la ville, mais qui veulent faire des coups. C'est Uber, c'était Uber, en tout cas première version, parce que maintenant ils sont en train de changer. C'est les patinettes, c'est les go-go bikes, c'est tout ça qui arrive, qui est balancé dans l'espace urbain. Et en attendant que le pouvoir réagisse, mais pendant ce temps-là, on peut faire de la marge avec des taux. Voilà. Quand on parle de Smart City, plus de 10 ans après l'arrivée de cette notion-là dans le débat public et dans le champ de la ville et de sa gestion, on parle de quoi ? Concrètement, c'est des réseaux électriques intelligents, des capteurs partout. On peut dire que c'est ça la ville intelligente ? Non, ça c'est la vision des acteurs du numérique. Alors, je vous ai cité les colloques sur la ville intelligente ou la Smart City.
une des boutades classiques d'introduction des colloques, c'est de dire qu'il y a autant de définitions de la Smart City que de participants dans la salle, quoi. Bon, pour vous dire qu'il n'y a pas de définition. Et en France, en plus, on a une confusion, on a introduit une confusion nous-mêmes, hein, qui a accentué, si vous voulez, l'effet bluff de la Smart City, c'est qu'on a dit c'est ville intelligente. Alors comme les Français, on est un peuple intelligent, on s'est dit intelligent c'est smart, smart c'est numérique, donc il faut qu'on se numérise comme des fous. Donc il y a eu une OPA, si vous voulez, des géants du numérique sur la conception des villes, mais qui a été, comme le dit un de vos confrères qui a écrit La servitude volontaire, qui a été parfaitement accepté par les autorités politiques locales, hein, et nationales. Au lieu, on pense que la ville intelligente, c'est une ville bourrée de capteurs, etc. Alors, c'est pas forcément ça. Il y a des formes d'intelligence numérique qui peuvent être, notamment en démocratie locale. Je vous ai cité toutes les concurrence à la gestion politique traditionnelle, mais il y a aussi des apports du numérique, par exemple, tout ce qu'on appelle les serious games, c'est-à-dire des jeux vidéo qui permettent d'aider les habitants à concevoir des projets, etc. Ça, c'est des choses positives, qui sont pour l'instant très minoritaires par rapport aux autres offres, mais qui sont des possibilités. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on voit les villes françaises, pour ne parler que d'elles, il y a, je crois, 25 villes environ qui développent des smart cities, ou en tout cas qui l'affichent comme ça. On a le sentiment qu'en fait, ces villes-là passent des partenariats avec des géants du numérique, souvent de la Silicon Valley, souvent des IBM, des Google, des Cisco, que sais-je, et que finalement, cette smart city pourrait se résumer au remplacement des décisions humaines par des gestions algorithmiques. Est-ce qu'on peut quand même le dire comme ça? Il y a eu une historique sous les... Et je vais référer aux 4 formes de concurrence que je vous ai évoquées. Par exemple, Nice, au départ, a eu des rapports avec IBM. Donc, sur l'option, une ville-machine monitorée par... et cette collaboration s'est arrêtée. Donc, à un moment donné, la mairie s'est rendue compte qu'ils allaient se faire bouffer par IBM. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont IBM voyait le développement de la ville. Et Estrosi a repris ses billes et a continué à faire du numérique, mais en reprenant son indépendance par rapport à ça. Vous avez le cas de Dijon, dont on n'a pas encore la vision définitive, on sait pas, mais qui, elle, a passé des accords avec des groupes français. Donc c'est Bouygues, c'est Suez, c'est Capgemini, c'est EDF. Donc qui vont monitorer sa ville. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas? Mais en tout cas, ce n'est pas des géants du numérique. Est-ce qu'ils ne sont pas tributaires d'ailleurs de la même vision technophile, solutionniste dont vous parlez dans votre ouvrage? Ils sont un peu trucs, mais quand même avec des règles du jeu différentes. C'est-à-dire que Dijon reste propriétaire des données, alors que si vous avez cité l'exemple de Toronto, là, c'est Google qui sera propriétaire des données. Donc, c'est pas la même chose, hein. C'est pour ça que Toronto, là, Google dit clairement... Il faut rappeler Toronto, il y a un projet de quartier. C'est le premier projet urbain d'Amérique du Nord qui a été confié à Google, à la barbe des grands cabinets d'architecture et d'urbanisme américains. Il y a des très grands cabinets, c'est quand même un signe historique, hein. Je veux dire que ce soit les géants du web qui emportent un marché de maîtrise d'œuvre urbaine, le projet clairement affiché de Google, c'est de dire nous on paye les infras, on paye les capteurs, on paye tout ça, mais on se rémunère sur la data. Donc ça le deal, si vous voulez. Et eux, ils vont être propriétaires des données qu'ils vont récolter. Oui. Mais ça gêne pas les Américains. Ça gênait pas les Américains ou les Canadiens à ce moment-là. On n'avait pas encore sorti, nous, le RGPD. Ça s'est fait. Maintenant, les Américains commencent à se rendre compte que le RGPD européen, c'est une très bonne chose. Enfin, certains Américains se rendent compte que c'est une très bonne chose, mais à l'époque, c'était pas dans les mentalités. C'était considéré comme normal de laisser ces données se balader partout et n'importe comment ou n'importe où. En plus, il y a l'idée avec Toronto d'en faire une sorte de vitrine, un petit peu pour le développement d'autres villes, notamment aux États-Unis. Puis vous avez un troisième cas de figure, c'est Lyon. Alors Lyon, ils ont investi énormément. Au départ, ils ont des rapports avec Cisco et avec des Japonais pour faire le quartier de la Confluence, mais ils ont une intelligence, ils ont un service de numérique sur la ville qui est très costaud. Ils discutent avec les géants du web, mais mano à mano, pas en soumission. Par exemple, il y a eu un conflit entre l'application locale Optimode, qui est une application de navigation, de mobilité. Vous pouvez dire je vais aller d'un point A à un point B, on vous dit vous prenez un vélo, vous prenez un bus, etc. Et c'était concurrent avec Waze et Google Maps, qui n'avaient pas les mêmes itinéraires. Bon, pendant un moment, ils se sont fait un peu la tête. Lyon a refusé de confier ses données à Google ou a mis un tarif complètement prohibitif. Puis maintenant,
Ils ont décidé de discuter, j'en ai parlé il n'y a pas plus de 2 jours avec le responsable numérique de la ville de Lyon, et il y a une discussion qui s'est engagée entre la ville de Lyon et Waze, pour trouver un accord de parité. Donc c'est possible, si vous voulez, hein. Mais il faut quand même une certaine solidité politique. On sait que la ville de Lyon, il y a une certaine solidité politique, une solidité technique et une certaine puissance pour accepter cette discussion et l'engager. Bon, il y a eu aussi des débats entre Londres et Uber, donc c'est possible, hein. Il n'y a pas de fatalité de la soumission, mais il y a eu des tentations, notamment aux États-Unis, notamment dans tous les pays émergents. Là, on voit des pays comme le Kazakhstan ou l'Inde qui sont prêts ils ont tellement envie de moderniser des villes qui sont dans un état de déliquescence absolue et n'ont pas les moyens pour payer les infrastructures. Ils sont beaucoup plus vulnérables, évidemment, pour confier les clés du camion à un opérateur, quel qu'il soit, qui pourra se faire valoir d'une compétence numérique. Alors même s'il y a quand même ces exemples parfois de gestion confiée à des acteurs français en France, on voit quand même cet appétit, cette envie des géants du numérique d'être les maîtres d'œuvre, un peu les ordonnateurs de la ville numérique, de la ville intelligente d'aujourd'hui et de demain. Comment, juste pour éclaircir ce point-là, comment on l'explique cet intérêt-là? Est-ce que c'est un pur intérêt de profit? Il y a un marché. Vous dites dans votre ouvrage, la construction des bâtiments et leur gestion dans les villes, c'est 1/3 du PIB. Je crois que c'est ça le chiffre. Regardez votre je ne sais pas si vous comptez vos dépenses, mais il suffit que vous comptiez vos dépenses personnelles. Vous verrez qu'à Paris, le tiers de votre argent, du salaire que vous versez sur Uber Erika, part dans votre loyer, vos déplacements, et c'est même probablement plus en région parisienne. Donc, et c'est un marché qui est relativement mal géré, puisque il y a flambée des prix immobiliers, engorgement urbain, enfin je ne veux pas vous... Donc c'est un marché où il y a c'est même, on est au tout début d'une mutation urbaine qui, vous savez qu'en 2050, il y aura 70% de l'humanité qui sera urbanisée. Pour l'instant, on est un peu plus de la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a 3 milliards de nouveaux urbains qui vont arriver dans nos villes en 30 ans. Donc c'est un truc... on va quasiment doubler la population urbaine, si vous voulez, en 30 ans. Donc c'est un truc de fou. Et il y a effectivement un marché colossal, et avec aujourd'hui des organisations urbaines qui sont fragiles, un peu dépassées par les questions écologiques, les questions de mobilité, les questions des coûts, etc. Donc il y a évidemment un enjeu colossal, et les géants du numérique se sont très logiquement intéressés à cet enjeu, hein. C'est pas comme ils sont intéressés à l'assurance, à la banque ou à plein d'autres choses, mais c'est complètement normal et légitime que des gens qui ont beaucoup de capitaux, de puissance technologique s'intéressent à cet enjeu-là. Il y a aussi l'idée de collecter des données, de créer toujours plus de données. Mais ça, les données, ils les collectent aussi sur les assurances. Les données, si vous voulez, c'est un moyen. C'est un moyen de prendre la main, mais on voit bien que des gens comme, par exemple, Amazon, eux, ils ont une stratégie d'implantation réelle. Ils ont racheté des chaînes de magasins de bio. Ils sont en train de rechercher les implantations pour leur centre de distribution, etc., leur centre de logistique. Toute la logistique urbaine, et ça, c'est du hard. C'est pas des données, hein. C'est des véhicules qui vont circuler dans la ville, qui vont livrer. Et là, Amazon peut-être, parmi les géants du web, l'entreprise qui a toujours été la plus collée à la réalité, parce que l'e-commerce, c'est pas simplement passer une commande, il faut la livrer derrière. Et c'est là qu'ils font la différence, si vous voulez, hein. C'est là qu'ils ont perdu beaucoup d'argent au début, parce qu'Amazon a perdu de l'argent avant de devenir le premier bénéfice mondial, a perdu de l'argent pendant 10 ans, parce que sur la logistique, ils avaient du mal à amortir le coût de livraison, etc. Maintenant qu'ils ont la masse critique, effectivement, ça rapporte. Mais c'est ça pour vous dire que les gens du numérique, à un moment donné, ils vont s'intéresser au dur de la ville. On voit que Google est en train de prendre des accords avec la grande distribution française, donc le commerce. Amazon, pardon, avec Casino. Du coup, il y a des discussions entre Leclerc et Google ou d'autres, et qu'il va y avoir à un moment donné une projection de l'espace virtuel sur l'espace réel, si vous voulez.
Parce que c'est là que c'est sur l'espace réel que se font les enjeux. Les plateformes, c'est bien, mais une fois qu'on ne peut pas avoir 15 moteurs de recherche, à un moment donné, il y aura une saturation, si vous voulez, de l'espace réel, et la marche se fera sur l'espace saturation de l'espace virtuel, et la marche se fera sur l'espace réel. On voit bien cette évolution se faire. Apple achète des terres, parce qu'il se rend compte que le système alimentaire, il y a aussi là, c'est pas la ville, mais c'est, vous voyez, alors qu'on a fait de la donnée du virtuel pendant des décennies, tout le monde a gagné beaucoup d'argent sur le virtuel, et à un moment donné, il y a peut-être un retour au réel. On revient au brick and mortar, comme disent les Américains. On revient au brick and mortar, mais avec une projection du virtuel sur le réel. C'est ça le débat aujourd'hui, la Smart City. Vous parliez tout à l'heure des gains qu'on peut espérer avec les Smart Cities, ou en tout cas en développant des technologies numériques dans les villes, notamment dans les transports, en les automatisant. Oui. Quels sont les autres espoirs concrets, progrès qu'on pourrait espérer, imaginer avec ces Smart Cities et avec l'utilisation de capteurs, de données, d'algorithmes dans les villes? Et deuxième peut-être dimension de cette question-là, est-ce qu'on peut attendre un vrai impact écologique positif, considérant notamment le coût énergétique, souvent ignoré d'ailleurs, du numérique? Il y a des milliers de choses sur lesquelles le numérique peut permettre de gagner à la marge. Actuellement, il y a par exemple des capteurs qui pèsent le poids d'une poubelle, et ça permet au institut de ramassage, c'est une ville hollandaise qui a développé ça, de passer uniquement quand la poubelle est pleine. Donc on gagne 30% des tournées. Donc tout ça, c'est des petites choses qui ne sont pas inintéressantes. Mais ça ne change pas le fonctionnement des systèmes urbains. C'est ça le gros reproche qu'on peut faire aujourd'hui à l'offre numérique, c'est que fondamentalement, la polarisation des villes, avec flambée des prix immobiliers dans les centres, satellisation en périphérie des gens qui ont moins de sous, et donc engorgement des flux, etc. Cette question-là, elle n'est pas résolue aujourd'hui par l'offre numérique. Est-ce que ça veut dire que justement, quand dans ces solutions de Smart Cities, on rafistole un peu un modèle existant plutôt que de proposer un nouveau système? Oui, mais pour l'instant, parce que si vous voulez changer de modèle, ça coûte beaucoup d'argent, et c'est souvent de l'argent public. On voit bien l'exemple du Grand Paris Express, ça va être 30 milliards, au départ, peut-être plutôt 60 à l'arrivée, 30 ans de boulot pour que l'agglomération parisienne n'ait pas plus un centre unique qui soit Paris Intramuros, mais qu'il y ait d'autres centralités, donc une meilleure répartition des flux et des polarités, etc. C'est ça l'idée. On voit que là, changer un système, ça ne rapporte pas, c'est de l'argent public. Donc c'est logique, si vous voulez, que les géants du web, qui sont des entreprises privées, s'intéressent à des solutions qui sont ponctuelles et qui permettent de bricoler sur un truc ou sur un autre. Mais c'est un peu de la faute des puissances publiques qui ont eu envie de croire à un moment donné, parce qu'elles n'arrivaient pas à gérer leur système urbain, qu'on allait laisser les clés du camion à des gens qui avaient la techno et qu'ils allaient résoudre le problème. Là maintenant, on commence à se rendre compte que ça ne sera pas le cas, notamment sur la voiture autonome, qui a été un mythe fabuleux. Tout le monde croit qu'on va résoudre la question des transports en remplaçant les conducteurs par des algorithmes et du numérique. On se rend compte que ça va plutôt aggraver les choses, dans la mesure où les voitures... c'est des études qui ont été faites notamment par l'IDRI en France, que le fait d'avoir une voiture autonome rend plus supportable le temps de conduite, puisqu'on peut bouquiner ou écouter de la musique sans avoir le stress de conduire. Donc au lieu d'habiter à 45 minutes du centre, on va pouvoir habiter à 1 heure. Donc on va encore accroître l'étalement urbain et encore compliquer le système, si vous voulez. Donc aujourd'hui, la perspective d'une solution écologique par le numérique dans les villes s'écarte de plus en plus, s'éloigne de plus en plus. Quand on voit la consommation des data centers, le numérique globalement c'est 25% de la consommation d'électricité, pas d'énergie dans le monde, et on va avec une croissance de 8%. Donc quand on a passé du Wi-Fi à la 4G, on multiplie par 23 fois la quantité d'énergie. On ne sait pas trop comment ça va se faire quand on va passer de la 4G à la 5G. Une voiture autonome, ça va être un gouffre d'énergie colossal, je veux dire. Donc là, la promesse d'une solution, d'un technosolutionnisme des problèmes écologiques s'éloigne.
certains acteurs du numérique réussissent à mettre des capteurs solaires sur le data center ou à faire des trucs. Maintenant, mais ça ne résout pas le... C'est des solutions à la marge. C'est intéressant, mais je veux dire que globalement, le trend, c'est que la dépense énergétique des villes, c'est pas le numérique qui va le résoudre pour l'instant. On est sorti de ce moment de béatitude et d'enthousiasme face aux smart cities, où on y est encore. Quand on entend un président de la République parler de Startup Nation, on a toujours l'impression qu'on est dans ce truc. Il faut numériser, ça va apporter des solutions, on va faire des économies, on va optimiser. Est-ce qu'on a changé vraiment? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez une pression de tous les grands groupes industriels qui ont peur de se faire doubler par les gens du web. Il y a quand même, quand ils voient la progression du chiffre d'affaires de Google et le leur depuis 15 ans et les marges bénéficiaires, ils se disent quand même, ces gars-là, ils sont malins. Donc il y a une espèce de complexe européen de ne pas avoir réussi à sortir un Google ou un Amazon. La Chine y a réussi, la Chine a son Amazon, les États-Unis, les deux grandes puissances ont des grands groupes, des géants du numérique, et l'Europe n'en a pas. Donc il y a ce complexe-là qui fait que, sous couvert d'aider l'espoir de voir émerger une future licorne, etc., il faut pousser les startups, c'est ça. Et tous les grands groupes qui interviennent sur la ville en France, je pense à des Vinci, etc. Ils ont tous leur marché de start-up, ils financent des couveuses, ils espèrent trouver la pépite, donc tout le monde est un peu là-dedans, dans l'offre. C'est normal d'ailleurs que les entreprises privées soient sur cette logique. Ce qui n'est pas normal, c'est que la puissance publique n'ait pas pris conscience, en tout cas à l'échelle nationale, du risque que courait nous emmenait cette course cette fuite en avant, et là il n'y a pas pour l'instant pas de vision. Il y en a à l'échelle de certaines villes qui commencent, je pense à Lyon, mais encore timide. Heureusement, on a des capacités de résistance fortes, notamment le principe du fait de ne pas vouloir confier ses données à des grands groupes extérieurs. Ça, c'est quand même un blocage, parce que ça limite l'intérêt des gens du web pour les villes françaises si elles refusent de filer leurs données. Ça, elles sont toutes c'est une nouvelle position, en tout cas. C'est pas une nouvelle position. Le RGPD l'a donné une crédibilité européenne l'année dernière, mais déjà des villes comme Rennes ou des villes comme Lyon étaient sur des positions pas du tout naïves sur la question de l'utilisation des données. Donc il y a une éthique sous les européennes de la vie privée qui n'est pas la même que celle des États-Unis. Je crois que vous avez cité des géants du numérique. Je crois que c'est le fondateur de Google qui a dit, quand on n'a rien à cacher, on n'a aucune objection à faire à ce que vos données sont exploitées. Enfin, sous-entendu, si vous ne voulez pas donner vos données, c'est que vous êtes un vilain et que vous avez des choses à cacher, quoi. Donc, une espèce de morale de la transparence qu'on n'a pas, nous, en France, et surtout pas dans les pays latins, où on a quand même on aime bien avoir des petites zones d'ombre et des zones de vie privée. Donc, on n'est pas, pour l'instant, au stade d'une colonisation, mais en tout cas en Europe, mais la pente est, enfin, on est au milieu du gué, quoi. Quels que soient les acteurs qui mettent en œuvre les smart cities, les villes intelligentes, qu'ils soient européens, que ce soit des groupes industriels comme Vinci, Bouygues, que ce soit des Google, des Cisco, des IBM, on a le sentiment qu'il y a de toute manière cette matrice industrielle et qu'il s'agit d'une certaine manière de transformer la ville en espace marchand soumis à une logique économique. Est-ce que c'est, en tout cas tel que c'est imaginé, déployé aujourd'hui, c'est forcément ça? Et est-ce que ça porte forcément atteinte à ce que vous qualifiez de cité politique, c'est-à-dire un autre modèle? Mais il faut voir que, pour être juste, que ce mouvement de privatisation des villes et de financiarisation des villes avait commencé avant les géants du numérique. L'exemple le plus manifeste, c'est les grandes surfaces. L'urbanisme français a failli le jour où il a lâché complètement la grande distribution, enfin l'urbanisme commercial, où il a pris où les gouvernants au plus haut niveau ont pris les décisions de laisser faire. Et ça a été... Aujourd'hui, on voit tous les maires des villes moyennes qui pleurent parce que leur centre-ville est vide et que leurs bâtiments historiques s'écroulent. Mais il faut bien voir qu'ils ont été les premiers à se féliciter, ou leurs prédécesseurs, il y a 10 ans, parce que Leclerc venait de créer 100 emplois à côté de la ville. Donc, il y a eu là, collectivement, une démission du public face au privé qui a été... Alors, bien sûr, le numérique va
rajouter une couche. Quand on voit qu'Amazon passe des accords avec Casino, et quand on regarde les bilans des deux entreprises, on voit que Casino il y a quand même, pour l'instant, ça va pas très bien dans la grande distrib. Hein. Et on se dit que, bon, si on pose la question qui va bouffer l'autre, il y a très peu de chances que ce soit Casino qui bouffe Amazon, quoi. Donc là, on peut passer à un cran supérieur dans la privatisation de l'espace urbain. Pour l'instant, il n'y a pas eu en France de concession de l'espace public donné à des groupes privés, mais ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait en Angleterre. Oui, à Londres, il y a déjà eu ce... Oui, Private Owned Public Space. Bon, et là, la tendance, un centre comme Birmingham, par exemple, sont très complètement aménagés par des groupes privés. Donc on est déjà sur une période, sur une pente qui est plus que savonneuse. Hein. Pour moi, la frontière, c'est si la collectivité, la cité politique abandonne le contrôle de l'espace public, c'est fini. Là, elle n'a plus rien à dire. C'est plus elle qui décide, quoi. Son seule décision, c'est de choisir le concessionnaire de l'espace public. Elle va renouveler tous les 10, 20 ou 30 ans. Voilà. Dans une ville gérée par des algorithmes, est-ce que nécessairement le rôle des acteurs publics se réduit à une peau de chagrin ? Vous dites, vous écrivez, me semble-t-il, que le rôle de ces acteurs publics, il pourrait se réduire simplement à un rôle d'assistance sociale, c'est-à-dire penser un peu les maux et les plaies des citoyens, certainement pas prendre des décisions et ordonner, diriger d'une manière... Oui, si laisser faire. Alors, je vous ai cité l'exemple de villes françaises, où il y a aussi des villes comme Copenhague, etc., qui ont vraiment une maîtrise et une vision de leur avenir, qui réussissent à se penser sur le long terme comme une cité politique, hein, avec des objectifs par exemple écologiques. Copenhague veut être zéro carbone en 2025 ou 2030. Donc là, elle utilise le numérique quand elle le veut. Par exemple, à Copenhague, le Vélib, il y en a pour les touristes, mais ça ne sert à rien. Parce que chaque habitant de Copenhague a 2 ou 3 vélos. Donc il n'a pas besoin d'en louer, si vous voulez. C'est très bien pour les touristes, mais alors qu'à Paris, ça a été le début d'une reconquête du vélo dans la ville, parce qu'on a pu en louer. Puis maintenant, il y a des gens qui se disent, j'utilise un Vélib tous les jours, autant je peux m'acheter un vélo, je peux m'arranger pour le garer dans le bas de l'immeuble. Enfin, vous voyez, il y a une possibilité d'avoir un contrôle par des technologies très classiques, comme la planification urbaine, comme la refondation de systèmes politiques qui peuvent utiliser le numérique, mais qui restent citoyens. Je pense que des villes comme Nantes, etc., ont fait des choses très intéressantes là-dessus. Donc pour moi, la messe n'est pas d'écoute ou écrite, hein, mais il faut vraiment être conscient qu'il y a une bagarre qui ne fait que commencer. Vous opposez quand même 2 modèles. Ah oui, complètement, il y a 2 modèles. Vous dites, je reprends un peu vos termes, vous dites il y a 2 modèles. En un sens, d'un côté, il y a la cité politique, une agora humaniste au service du bien commun, et la Smart City, une ville régie et optimisée par les algorithmes. La ville-service numérisée, c'est effectivement qui fonctionne en temps réel, comme une plateforme numérique. Vous faites 3 clics, vous choisissez, et ça, l'idée. Alors qu'en fait, vous ne pouvez pas faire de projet à long terme avec 3 clics. Parce que si on vous dit que vous voulez être beau, riche ou pauvre. Enfin, c'est un projet urbain, ça se fait par interaction avec Paul amène une solution, Pierre n'est pas d'accord, Josiane dit ceci, et il y a 15 itérations avant qu'on arrive à la bonne solution. Donc c'est pas avec des clics. C'est avec des flux d'échanges qui prennent un certain temps. Et ça, c'est ça la démocratie locale, dans sa plus belle expression. Et aujourd'hui, effectivement, on a une compétition entre d'un côté une cité politique qui se fixe des ambitions à long terme, qui est dirigée par une équipe municipale. Cette équipe est élue par des citoyens. Et dans l'autre cas, vous avez une ville-service qui a pour seule ambition de répondre à la demande instantanée de consommateurs, qui ne sont plus des citoyens, mais qui sont des usagers, des consommateurs, et elle fonctionne à court terme. Voilà. Et finalement, le pilote, ce sera l'algorithme dans cette question de la ville-service. Justement, quand vous essayez d'adresser une forme de réponse à la Smart City, vous dites qu'il faut valoriser l'imaginaire, qu'une des qualités, des capacités des villes, c'est de pouvoir créer de l'imaginaire, et qu'il faut également revaloriser les métiers dans les villes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux points-là ? Oui, parce que je pense que derrière le projet de la ville-service numérisée, il y a un projet de société. Ce projet de société, il a été exposé très clairement par Mark Zuckerberg dans son discours à Harvard, c'est de dire il y a des geeks qui vont être très bien payés, qui vont faire
faire les algorithmes. Il y a des gars qui vont livrer les pizzas, qui seront ou empaqueter les trucs, les cartons d'Amazon. Et puis entre les deux, bon, c'est pas trop qui aura du boulot, parce que finalement la classe moyenne, on n'a plus vraiment besoin, quoi. On a besoin soit de gens très intelligents, soit de petites mains. Et ça, c'est le projet de société que vous avez vous-même vu dans la vision de la Silicon Valley. Et le projet alternatif, c'est d'avoir une société où on n'a pas simplement un job, mais où le travail n'est pas simplement une fonction pour gagner de l'argent, ce qui sera le cas de tous les petits métiers peu valorisants, mais le travail est une source de satisfaction. Donc ce qui différencie un métier d'un job, surtout d'un job peu qualifié, c'est qu'il apporte qu'il fabrique de la beauté, du lien social et qui donne du sens à l'existence. Et ça, un robot a beaucoup de mal à le faire. Donc je crois que un des objectifs que doit se donner notre société, c'est de valoriser les métiers. On a découvert, quand il a fallu que Notre-Dame brûle, pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire des charpentes, qu'on avait des compagnons du Tour de France, et que c'était des très beaux métiers. Vous regardez maintenant des émissions sur la décoration de la maison, sur l'écologie, etc. Vous voyez qu'on voit plein de gens qui étaient cadres marketing à Paris, qui maintenant élèvent des escargots en Bourgogne, ou sont devenus vignerons, tapissiers, ébénistes, designers, etc. Donc il y a là vraiment une évolution de la société qui est, à mon avis, un des défis qu'on doit résoudre, c'est de sortir de cette présentation de l'économie en sablier, avec d'un côté en haut des geeks surpayés ou des traders surpayés, et en bas des livreurs de pizza. Et ça, c'est les métiers. Alors, en fait, les villes sont nées avec les métiers. Ce qui a différencié la ville du XIIe siècle de la campagne, c'est qu'il y avait des artisans. Vous prenez n'importe quelle rue, vous voyez rue des tonneliers, rue des sablonniers, rue des ferblantiers. Et je crois que cette complicité entre les villes et les métiers, elle peut être renouvelée. Un bon exemple, c'est à Paris, vous avez des bouquinistes. Bon, c'est un métier qui est propre à une ville. À Venise, vous avez des gondoliers. C'est un métier l'espace urbain est générateur de qualifications très diverses, créatives, c'est pas forcément des métiers artistiques, ça peut être des métiers artisanaux. Et je crois si on veut que la cité politique vive, il faut que son espace public soit animé. Si vous voulez. Et si on veut que l'espace public soit animé, il faut qu'il y ait des métiers, des gens qui fabriquent, qui ne soient pas simplement des chaînes de magasins, mais qui instillent une vie collective dans le système. Et ça, la mairie, par exemple, les mairies peuvent impulser ça. Elles le font. Elles le font. Alors, pour l'instant, de façon complètement homéopathique, mais la ville de Guingamp a racheté des librairies parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de librairie. Forcément, le commerce. Donc, elle a racheté les librairies, retrouvé un nouveau libraire. La ville de Paris a racheté des rues entières dans l'est de Paris qui étaient devenues des fast-food ou des trucs mondialisés pour réintroduire justement des magasins de proximité ou des métiers, etc. Puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire des villes comme Bordeaux qui a favorisé un projet de la cité Darwin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais projet alternatif, 200 emplois, même 400 maintenant, dans justement des activités de métier, soit de l'associatif, soit des gens de l'artisanat, de chaussures, de machin, ou des énergies renouvelables. Et Pau est parti là-dessus. La SNCF est maintenant en train d'encourager toutes ces vieilles halles du Cernam qui ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus de trafic marchandises, d'essayer d'en faire des lieux de création de métiers. Donc avec des loyers très bas, mais qui permettent à des artisans, à des gens de démarrer des activités, etc. Donc il y a un mouvement là-dessus. Vous parlez de cité humaniste et vous dites, je cite, la cité humaniste est une ville où l'on marche, mais aussi une ville où l'on danse dans la rue, où l'on séduit, une ville où l'on peut encore trouver l'âme sœur sans passer par un site de rencontre, une ville où le hasard humain a encore sa chance. Oui. Est-ce à dire qu'il faut se prémunir finalement contre la numérisation de nos vies et de nos villes ?
Ah ben moi je pense que oui, hein, mais ça, à chacun de se fixer ses propres limites. Je ne pense pas qu'on puisse les fixer de façon arbitraire et politique. Moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai fermé mon compte Facebook, si vous voulez, mais par contre j'ai toujours un compte LinkedIn. Bon, vous voyez, je ne suis pas technophobe, mais j'estime que Facebook, enfin, je ne vois pas l'intérêt d'en avoir un, mais je comprends très bien que des gens, mes enfants en ont, enfin, je ne montre pas du doigt les gens qui en ont un, chacun fait sa limite, mais je crois qu'il y a une vigilance, oui, il y a une vigilance à trouver. Je vous remercie en tout cas pour cet appel à la vigilance et à la cité humaniste, à la ville humaniste. Oui. Je rappelle le titre de votre livre, Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes, la cité face aux algorithmes, aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci à Roman qui était derrière la console aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment liker, partager et commenter cet épisode. Je vous dis à bientôt pour continuer à explorer le futur avec Rencontre du troisième type et Ouzbek Erika. À bientôt. Je vous remercie.